Bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir un espace un peu différent. Un espace où l'on ne parle pas de posture professionnelle, ni de mission, ni de titre. Mais juste d'une femme. Une femme qui, comme toi, comme moi, a traversé des tempêtes, a douté, s'est relevée, et parfois tombé encore. Une femme qui, avant d'accompagner les autres, a dû apprendre à se rencontrer elle-même. Dans cet épisode, je reçois Edmée Denat. Tu la connais peut-être comme thérapeute, comme guide, comme voix forte du féminin incarné. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de lui parler à cœur ouvert, de l'écouter en tant que femme, celle qui a douté, celle qui a chuté, celle qui se relève encore. Alors je t'invite à t'installer, à respirer doucement et à accueillir cette rencontre comme une conversation entre deux âmes. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour Edmée et bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Ma première question, c'est comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens, Edmée? Ce matin, je dirais un petit peu fatiguée, parce que je me suis levée tôt, j'ai fait du sport, je fais plein de choses. Et voilà, mais en joie d'être ici. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, c'est un exercice assez difficile pour moi, les présentations, parce que j'ai l'impression qu'on est plein dans ma tête, déjà, que je n'ai pas l'impression d'être toute seule. Donc, c'est toujours une difficulté de réunir tout ce qui est là à l'intérieur de moi. Ce qui me vient comme ça, je dirais que je suis la fille du volcan et de la forêt. C'est quelque chose que j'ai découvert pendant mon processus de deuil, où je me suis reconnectée à mes ancêtres, à la Réunion, et j'ai compris la filiation et l'héritage de mon père et de ma mère. Et donc quand je dis je suis la fille du volcan et de la forêt c'est mon enracinement, mon père, mes racines africaines. Et le volcan, je dirais que c'est ma mère, un côté qui est on va dire, beaucoup plus explosif, beaucoup plus dans un tempérament de feu. Et donc j'ai vraiment les deux à l'intérieur de moi. Je suis quelqu'un de très terre à terre, très pragmatique, très rationnel, très enraciné, très ancré. Et en même temps, je dirais, un tempérament de feu où je suis fonceuse, où je suis très connectée aussi aux sensibles. Euh, la métaphore du volcan aussi, ça me correspond bien parce que c'est quelque chose qui sort de l'océan comme ça, qui vient du plus profond de la terre. Et avec l'énergie de feu, on va créer quelque chose de nouveau. On va créer une nouvelle terre. Moi, j'ai envie qu'on s'intéresse en fait à Edmée, non pas la professionnelle, hein, mais plutôt l'humaine. Mhm. Est-ce que déjà, première question, est-ce que l'humaine et la professionnelle sont liées? Est-ce qu'on peut faire une différence? Est-ce qu'il y a une frontière hein, entre ces deux personnes? Je dirais que c'est sensiblement la même personne, sauf que peut-être dans ma vie, j'ai plus un tempérament de feu que je vais tempérer.
dans ma vie publique. Dans le sens où mon tempérament de feu au niveau professionnel, il va me servir à bâtir énormément de choses, parce que je suis vraiment une doueur, en fait. J'ai une idée, 99%, je les mets dans la matière. Mais dans mes relations avec les autres au niveau professionnel, je suis plus tempéré, parce que j'ai plus tendance à tenir et à offrir un espace pour les autres. Et donc, je laisse la place aux autres plutôt que d'avoir ce tempérament de feu, même si je suis je dirais, un leader. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente plutôt comme une mentor. J'ai toujours pris les personnes dans leur globalité, c'est-à-dire depuis leur naissance et même avant, parce que j'ai l'intime conviction que on est bien plus complexe que ce qu'il y a dans le présent. Alors l'idée, c'est pas toujours d'aller dans le passé, mais je pense que nos racines, ce qu'on a vécu, dit quelque chose de nous, ne nous détermine pas, mais dit quelque chose de nous, de nos ancêtres, de ce qu'on est venu réaliser ici sur Terre. Le mentor, c'est quelqu'un qui est clair, qui partage son expérience, qui va donner des clés. Un mentor, il va à la fois peut-être proposer des outils, proposer son expérience, sans jamais prendre les décisions à la place de la personne, mais il va lui donner des clés que donne pas un coach. Après, là, on parle, c'est une discussion pour les puristes, hein, parce que maintenant, tout le monde s'appelle coach ou thérapeute. Ouais, c'est Mais vrai. je dirais que je fais du mentorat et que mon approche, elle est une combinaison du coaching, de la thérapie, du conseil aussi. Et d'ailleurs, je viens du conseil à la base, je viens du conseil et de la formation. Puisque j'ai commencé, je coachais vraiment de manière très pragmatique des managers en entreprise, sur la gestion du stress, sur tout ça. Et puis, je me suis aperçu que la plupart des gens que j'accompagnais, en fait, avaient des grosses problématiques personnelles qui étaient liées à leur enfance. Ça pouvait être des abus sexuels, de la maltraitance, des relations très dysfonctionnelles avec leurs parents, que j'ai connues aussi. Et donc, je me suis aperçu que dans la relation à l'autre, dans la confiance en soi, dans le fait de passer à l'action, de se positionner professionnellement, eh bien, toutes ces parties de notre vie personnelle jouaient énormément. Et pour moi, au bout d'un moment, c'était un non-sens parce que les gens venaient me voir pour se positionner en tant que manager, avoir plus confiance en soi, demander des augmentations, pour devenir entrepreneur, pour se reconvertir après des burn-out. Mais en fait, ce qui ressortait, c'était les traumas, et particulièrement les traumas sexuels. Et c'est comme ça que je suis devenue thérapeute. En fait, c'est les gens qui sont venus à moi avec d'énormes traumas, et je me suis dit, à un moment, ma responsabilité, c'est aussi de me former à ça pour pouvoir les accompagner au mieux en toute sécurité. Donc, je me suis formée à la psychologie et aussi au trauma. Et j'ai commencé à vraiment embrasser et assumer aussi ce rôle de thérapeute et d'accompagnatrice. Mais aujourd'hui, je dirais que je suis une accompagnatrice 360. Avant, ce que je faisais, c'est que j'accompagnais d'abord les gens sur la carrière et le business, et après en thérapie. Mais mon cœur m'a dit de faire l'inverse, donc j'accompagne d'abord les gens en thérapie. Je ne communique plus sur tout ce qui est accompagnement business, mais j'accompagne encore les gens en consulting business, à construire des business, à se reconvertir. Sauf que on passe d'abord par la case thérapie, parce que pour moi, c'est un processus de dépouillement qui permet vraiment de déployer ses talents et de retrouver sa mission, de retrouver sa lumière. Et quand on a fait ça, finalement, après, on peut faire ce qu'on veut. En tant que mère, en tant que femme, en tant qu'accompagnante, en tant que manager, dirigeante, on peut faire ce qu'on veut. Il faut d'abord se dépouiller de ça. En tout cas, c'est l'approche dans laquelle je crois. Et, euh, et beaucoup de personnes pensent avoir fait des thérapies, avoir été accompagnées. Alors quand on vient me voir, on me dit oui, j'ai fait une thérapie. Et puis quand je pose des questions, j'ai été voir un hypno, j'ai fait deux, trois séances avec un énergéticien. Mais c'est pas ça, un travail thérapeutique. Le travail thérapeutique, c'est un travail où on prend son temps. C'est un travail de dépouillement. C'est pas un travail de performance. Et la plupart du temps, les gens veulent aller vite, veulent des résultats rapides. Et c'est pas que c'est lent quand on travaille avec moi, c'est que c'est un travail qui est profond et que je ne veux pas dire à quelqu'un, dans 3 mois, tu seras comme ça, parce qu'on va tellement dans les profondeurs
que finalement, c'est life-changing, mm, comme disent les anglo-saxons. Donc c'est pas une question de prix, c'est pas une question de temps, c'est une question d'aller rencontrer son âme et de descendre dans les profondeurs. Quand est-ce que tu as fait ce travail, hein, toi? Alors déjà, je l'ai pas fait volontairement. C'est important c'est important de le préciser. Moi, j'avais une vie où j'étais pas très consciente. J'étais très connectée au sensible, très connectée à Dieu, très dans ma foi, très performeuse, donc une doueur, où j'ai eu une carrière en entreprise pendant 8 ans. Et je courais, je pense, après l'argent et la matérialité parce que j'avais beaucoup manqué dans ma vie. Et donc, je me suis attelée pendant 10 ans à construire un patrimoine, à bien gagner ma vie. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ouh, ça n'a pas de sens. Je ne vois pas assez ma famille, j'ai pas assez de vie au niveau perso, même si je suis en train de bâtir quelque chose de solide qui me sécurise. Et puis, à un moment, j'étais vraiment en dissonance cognitive avec les sociétés pour lesquelles je travaillais, qui étaient très humaines en apparence, mais qui n'étaient pas très humaines concrètement, c'est-à-dire qui traitaient très mal les employés. Et comme j'avais un poste à responsabilité, ben, on est un peu infusible entre la direction qui a une politique qui est pas très humaine et des employés, des salariés qui sont pas très contents. Mais nous, on représente la société. Et à un moment, j'ai dit non, je n'ai plus voulu jouer ce rôle. Euh, je me rappelle, le tournant, ça a été déjà mon fils qui avait même pas 6 mois. Un jour, je suis rentrée. Et il était dans les bras de son père et j'ai voulu lui faire un bisou et il a tourné la tête comme ça parce que je l'avais pas vu en fait pendant 48 heures, je l'avais loupé le soir. Donc comme c'était un bébé, il s'était endormi. Le matin, je l'avais loupé et puis ben, je l'ai vu le jour d'après de manière éveillée. Et là, je me suis dit, waouh, là, je suis en train de louper quelque chose. Donc ça a été ma première claque où je me suis dit, il faut que je change ma vie. La deuxième chose, ça a été, j'étais en formation à Londres, je travaillais dans une boîte de luxe américaine, et le formateur était un homme qui avait mon âge et qui était devenu coach, qui avait monté sa boîte de formation, et il m'a dit, mais moi je faisais comme toi avant, je gérais des équipes, et puis un jour j'ai décidé de créer ma boîte, et je me suis dit, waouh, en fait c'est ça que je veux faire. Et comme depuis toute petite, depuis que j'avais vraiment toute jeune, pour moi, l'entreprise et pas l'entrepreneuriat, ça m'attirait. Euh, je me suis dit, je vais créer mon entreprise. Et c'est vraiment quelque chose qui était très, très fort chez moi. C'est que j'ai toujours eu cette appétence pour les relations humaines, la psychologie, etc. Et en même temps, observer tous les reportages des gens qui créaient des entreprises, qui bâtissaient des empires. Ça m'a toujours inspiré. Et donc, je suis rentrée, j'ai signé une rupture conventionnelle, j'ai fait une formation de coaching à HEC Paris. Et là, il y avait une thérapie obligatoire. Donc, pour répondre à ta question, c'est comme ça que j'ai commencé le travail sur moi. Donc, j'étais un peu forcée par les circonstances extérieures. Et puis après ça, après un an de thérapie chaque semaine, devant un très bon thérapeute, un psychiatre, psychothérapeute, eh bien, j'ai continué avec lui mon chemin encore plusieurs années. Et puis après, j'ai toujours continué la thérapie et des accompagnements en tout genre. Mais je pense que c'est l'accompagnement qui m'a le plus marqué. Et pourtant, c'est un docteur qui faisait des séances de une demi-heure. Mais une demi-heure, quand on pose les très bonnes questions, je peux te dire que ça suffit. Ah oui, donc oui, en effet, donc pour le coup, en effet, tu n'as vraiment pas choisi. Enfin, après, tu sais bien, hein, le hasard n'existe pas, à mon avis, en tout cas. Et donc, qui a choisi l'un ou l'autre, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Je reviens sur ton anecdote que tu partages avec ton fils, hein, de 6 mois, ton bébé de 6 mois, qui tourne la tête. C'est intéressant, je trouve, parce que je veux dire, tous les bébés peuvent faire ça, tu vois. En fait, ça, c'est un comportement qui n'est pas suspect, j'ai envie de dire, hein. Mais par contre, c'est intéressant que toi, tu le vois comme un reproche de ton absence, hein. Euh, Comme si, en fait, au fond de toi, tu sais. Tu vois, peut-être tu veux pas le voir, mais comme si au fond de toi, en fait, tu sais que tu es absente. Après, ton fils, juste, il fait un truc qui est pas
euh, bizarre, hein, mais toi, tu le prends comme voilà, quelque chose qui te rappelle, même si tu n'en as pas conscience encore, hein. Du coup, ça me fait le lien en fait avec la petite Edmée. De quoi elle rêvait, la petite Edmée? Qu'est-ce qui la faisait vibrer? Et comment elle était, la petite Edmée de 8, 10 ans? Alors, elle rêvait de plein de choses. Déjà, elle jouait à la marchande, donc elle rêvait d'avoir un peu une entreprise, je pense. Ensuite, je jouais beaucoup à raconter l'histoire des cailloux. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ramassais des cailloux et j'allais voir les amis de mes parents et puis je leur disais, tu vois, ce caillou a cette origine, il vient de cette montagne, etc. J'ai su après que c'était un vrai domaine de faire ça. Mais ouais, il y avait ce truc-là. La petite Edmée, elle était vraiment beaucoup dans ses pensées et ce qui l'interpellait, c'est que elle avait des adultes qui venaient la voir et qui lui demandaient des conseils. Et c'est un truc qui est très marquant et dont je me suis souvenu il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'avais des amis de mes parents qui me disaient, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette personne, etc. Et moi, je leur répondais spontanément. Et maintenant, avec le recul, je me dis, c'est assez étrange que des adultes voilà, venaient me demander des choses. Je ne sais pas si j'avais des rêves particuliers, mais en tout cas, j'avais des hobbies particuliers. Donc les cailloux, je jouais à la marchande, je jouais aussi beaucoup au tribunal. La justice, c'est une valeur très forte chez moi et je jouais au tribunal où j'étais le juge, voilà, dans la cour de récré. Et est-ce que tu y vois un lien aujourd'hui avec Edmée, la femme? Alors l'histoire des cailloux, oui, parce que je suis profondément attachée à mes racines, et on va dire à éclairer l'histoire des gens pour qu'ils se la réapproprient. Et donc il y avait cette notion-là de dis-moi d'où tu viens, je te dirai un peu qui tu es. Donc ça me touche particulièrement. Après, l'histoire d'entreprendre, de vendre, bah, c'est toute mon histoire avec mon histoire d'amour avec l'entreprise, avec l'entrepreneuriat. Et puis le fait de conseiller les gens naturellement, je dirais que c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, mais d'une manière différente. Et je pense qu'il y a eu un événement marquant après quand j'étais plus jeune, c'est que j'ai pas eu d'argent pour enterrer ma mère. Et donc j'ai dû faire un prêt bancaire. Et ça, je me suis dit, waouh, plus jamais. C'est pas possible en fait de pas avoir d'argent à ce point-là. Donc je sais pas, j'avais 20 ans à l'époque. Et je pense que ça a marqué cette idée aussi de performance, mais qui était déjà là. Euh, Cette idée de courir après la performance, c'était, je pense, un besoin de reconnaissance dans une famille qui est dysfonctionnelle, où tout part en sucette et où on a besoin de cadre. Donc je me suis créé mon propre cadre et le fait d'exceller à l'école, bah, déjà j'avais la reconnaissance de gens extérieurs, parce qu'on me disait tu travailles bien, tu es studieuse, etc. Et donc comme je prenais ma place dans la société, j'avais l'impression de plus exister, puisque chez moi je n'avais pas forcément de voix. La deuxième chose, la deuxième étape en termes de sécurité, ça a été de travailler sur mes traumas, parce que quand je me suis, on va dire, détaché de ce côté sécurité argent, il a fallu aller chercher vraiment une sécurité qui est plus profonde, la sécurité qui est dans le corps. Et donc ça, quand on vient d'une lignée où il y a eu des violences, des abus, c'est pas évident de se sentir en sécurité dans son corps. Donc moi, ce que j'avais fait toute ma vie, c'était du sport, de la musculation, de la boxe thaï, etc. Un truc très pragmatique, matériel pour me dire, bah, en fait, je peux me défendre, mais ça suffisait toujours pas à avoir vraiment une sécurité intérieure. Et c'est là où j'ai connu bah, des approches qui étaient plus somatiques, où j'ai appris à relâcher des traumas qui étaient plus profonds, qui étaient engrammés dans mon corps, qui étaient dus à ma vie, à mon incarnation, mais aussi, je pense, beaucoup à ma lignée. Et là, j'ai pu me confronter à mes plus grandes peurs et vraiment à me libérer, en fait, émotionnellement, spirituellement. Et ça correspond aussi à peu près à quand
je suis vraiment, on va dire, devenue thérapeute. Tout s'est aligné quand toi, tu t'es aligné à tout, quoi. Oui. Et je dirais que de manière générale, ma vie personnelle, professionnelle, suit ce que je traverse. C'est pour ça que les gens de l'extérieur qui me suivent depuis le début, ils doivent se dire, oh, Edmé, mais elle fait tellement de choses. Mais en fait, je suis quelqu'un qui prend des décisions très vite, qui, même si je prends le temps, je processe très vite les choses. En tout cas, je l'ai remarqué 3 fois plus vite que la plupart des gens. Et j'agis 3 fois plus vite que la plupart des gens. Donc de l'extérieur, ça peut donner le tournis, mais je suis pas là à me dire 150 ans, qu'est-ce que je vais faire? C'est non, je suis pragmatique, j'ai des données, je les analyse, j'ai mon intuition qui me dit ça, on y va. Et donc ça donne beaucoup d'évolution dans beaucoup de domaines. Mais de l'extérieur, j'ai conscience que voilà, ça doit donner un peu, enfin ça donne le tournis, ça renvoie aussi beaucoup les gens à leur immobilisme. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, avant de m'en rendre compte, avant d'en prendre conscience. Et j'ai compris que c'était pas à moi de ralentir, parce que les gens avaient peur d'être à côté de moi. Moi, je dois juste être moi-même. Et eux, ils ont juste à être eux-mêmes et chacun à son rythme. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais je pense que ça m'a beaucoup affecté pendant des années. Juste le fait d'être moi, ça renvoie les gens à plein de choses, à beaucoup de peurs personnelles qui n'ont rien à voir avec moi. Il y a une part de moi que, oui, je pense, j'ai caché, enfin, j'ai caché, que je n'ai pas pu explorer quand j'étais en entreprise, c'est ma dimension artistique, qui d'abord, je l'ai découverte par mes tatouages, parce que je suis quelqu'un d'hyper tatoué quand même sur le corps. Et donc, comme j'ai travaillé dans des milieux qui étaient très corporate, j'ai toujours été assez couverte, parce que c'était pas très accepté. Mais je pense que ça cachait aussi chez moi une volonté de créer, de, de raconter une histoire, parce qu'il y a ça derrière les tatouages, de d'ancrer quelque chose dans son corps, de raconter quelque chose, etc. Et je pense que la thérapie a ouvert, on va dire, plus ma partie qui est féminine, qui est enveloppante, qui est maternelle, vraiment assumer ça. Même si physiquement je suis très féminine, enfin je me considère comme étant très féminine, je mets des guillemets. C'est-à-dire que je suis une femme, j'adore mettre des robes, j'adore mettre des grands talons, j'adore avoir mes ongles faits, j'adore me maquiller, j'adore me coiffer, j'adore tous les trucs de fille. Mais je me suis jamais sentie femme. Parce que pour moi, la féminité, c'était cette vulnérabilité, un teint de pêche, vraiment aimer le rose, tout ce que moi, j'avais pas l'impression d'être alignée avec ça. Et je pense que la thérapie et surtout particulièrement le travail somatique m'a permis de redéfinir ma notion de la féminité, de ce que c'était être une femme. Et une femme, c'est être une femme plurielle, où on a tout en nous. Et ça, c'est particulièrement le travail des archétypes qui m'a permis de travailler ça, où je me suis dit, ah oui, mais en fait, on a différentes facettes, on peut être une femme de différentes manières. Une femme, c'est plutôt intérieur que quelque chose d'extérieur et d'esthétique. Et donc, j'ai découvert ça. J'ai découvert que je pouvais être vulnérable. J'ai découvert que je pouvais être douce avec moi-même, avec les autres. Voilà, tout ce genre de choses-là. J'ai découvert aussi que j'avais une dimension qui était très artistique et que dans ma vie, j'avais besoin de créer. Donc, par exemple, dans l'entrepreneuriat, ça se traduit par créer des projets. J'ai une facilité à créer. J'ai une facilité à mettre dans la matière. Ça, c'est un de mes talents. Les gens qui viennent me voir souvent sont embrouillés dans leur esprit et moi, j'ai une facilité à conceptualiser et à mettre des mots sur les sentiments, sur les impressions, etc. Et ça, je l'ai compris vraiment avec l'entrepreneuriat et la thérapie, que c'était un talent de faire ça, que ce soit dans le business ou dans la thérapie. Dans la thérapie, parce que quelqu'un va venir avec des idées qui sont très brouillons, etc.
Et en fait, dans nos échanges, je vais utiliser des mots qui vont faire que la personne va pouvoir mettre des mots justement sur ce qu'elle ressent. Et ça va la sécuriser. Dans l'entrepreneuriat, dans le conseil business, ça permet à un entrepreneur ou un dirigeant qui est très sensible, qui est très déstructuré, de mettre dans la matière, de créer des choses qui sont plus structurées, plus conceptuelles. Et du coup, c'est plus un rêve, c'est plus une idée, mais ça devient la réalité. Et ça, c'est un talent. Est-ce que ton rapport à ton corps, il a toujours été doux ou au contraire, est-ce qu'il a fallu que tu réapprennes à l'habiter, à l'aimer? Je pense que il y a deux choses. Habiter son corps et l'aimer, c'est pas la même chose. J'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à habiter mon corps. Donc je dirais que ça a commencé avec l'approche somatique qui maintenant fait partie intégrante de mon approche, où on va travailler sur le corps, sur le mouvement, sur le système nerveux. J'ai habité mon corps à partir du moment où j'ai connu cette approche, c'est-à-dire sur les dernières années de ma vie. Donc depuis pas très longtemps finalement, on va dire depuis peut-être 4 ans. Parce que pour moi, habiter son corps, c'est être en conscience de ce qu'on ressent. C'est être tellement connecté à son corps que notre corps devient un oracle. Notre corps nous dit tout. Qu'on n'est plus dans le contrôle de ses émotions, on est dans la maîtrise de ses émotions. Et c'est ça qui mène à un véritable leadership conscient. Parce que les gens essaient de contrôler. Mais quand on commence à contrôler, c'est qu'on est dans une zone d'impuissance. La somatique, ça m'a appris la maîtrise. Ça m'a appris à me laisser traverser par mes émotions, à habiter mon corps sans avoir peur de ressentir quelque chose. Parce que je sais que j'ai la capacité de me réguler. Et ça, c'est un super pouvoir. Donc, tout ce qui est pratique d'embodiment, comme disent les anglo-saxons, d'habiter son corps, c'est très récent. Ensuite, aimer son corps, bah, ça a été un chemin où, adolescente, je m'aimais pas forcément, etc. J'ai toujours eu des variations de poids, j'ai toujours eu euh, ma mère qui me faisait des réflexions sur mon corps, etc. Donc j'ai vraiment appris à aimer mon corps. Mais j'ai aimé mon corps plus vite que je ne l'ai habité, on va dire. Parce que il y a un concept qui est très fort ancré chez moi, c'est que on peut pas choisir sa tête, mais on peut choisir son corps. Donc on a la responsabilité d'avoir un corps en bonne santé, et on peut agir. À partir du moment où on peut agir sur à quoi ressemble notre corps, voilà, ça dépend de nous. Donc ça, c'était déjà plus facile. Et puis après, apprendre à avoir de la douceur, de l'indulgence, donner de l'amour à son corps, c'est venu aussi avec l'approche somatique. Donc ça a été un long chemin. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Et je dirais qu'il y a encore des choses où je peux encore aller plus loin. Mais l'approche somatique fait que je me sens plus sereine par rapport à ça. Je me sens plus sereine de vieillir et d'avoir fait ce travail. En tout cas, mon chemin par rapport à ça, c'est de me dire, j'ai envie de m'aimer tel que je suis. Donc si quand je me regarde dans le miroir, j'aime pas mon visage parce que je trouve que j'ai vulgairement une sale gueule, eh ben je vais dormir, je vais manger mieux, je vais boire plus d'eau, je vais faire des choses qui font que ça va avoir un impact sur mon intérieur et mon extérieur. Je vais travailler sur ma sérénité, je vais prier, et ça change tout notre visage, toute notre physiologie. Et c'est d'ailleurs toi qui m'as beaucoup enseigné tout ça. Évidemment, j'en avais conscience avant, je dirais, mais exactement comme tu viens de le dire, à un moment donné, il faut l'incarner, quoi, l'embody. Et ça, c'est différent que de le savoir, le connaître avec sa tête. En fait, il faut le faire, hein. Et ça, tu peux le comprendre, tu peux le faire que quand t'as compris que c'est dans ton corps que ça se passe, c'est plus dans ta tête, en fait. Exactement. D'où ma réflexion sur les filtres, se présenter à soi de manière nue, sans maquillage, des fois sans artifice, même si j'adore mettre du vernis, j'adore me maquiller. Mais je trouve que c'est important aussi d'être naturel et de ne pas avoir peur de qui on est au naturel.
et aussi de se présenter aux personnes qu'on aime au naturel. Donc ça crée beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir. En fait, je dirais que je suis une amoureuse de la liberté. Et donc, j'ai comme un esprit de défi ou de rébellion contre les choses qui peuvent prendre du pouvoir sur moi. Et pour moi, un filtre ou être gouverné par son apparence, ou être gouverné par l'argent, ou par la matérialité, ou par autre chose. On a tous des maîtres, hein, comme dirait Lise Bourbeau. Eh bien, c'est être esclave. Et comme j'ai envie d'être libre, eh bien, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. Même si c'est pas les règles que la société propose. Absolument, c'est très très vrai ce que tu dis et j'aime beaucoup en plus, hein, parce que c'est vrai, ça te rend plus libre. T'es peut-être moins belle, hein, et en plus selon les critères, hein, je fais exprès de dire ça, mais selon les critères en plus de beauté actuels, effectivement, t'as peut-être pas le nez fin ou tu fais peut-être pas un 95 D, j'en sais rien, mais euh, t'es vrai et donc t'es libre. Exactement. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ça, c'est le podcast. Je crois que ça va faire 3 ans que j'ai un podcast où je suis vraiment descendue en profondeur dans mon intimité. Je me suis beaucoup livrée sur mes blessures, sur ce que je traversais, sur des choses dont j'avais honte. Et comme je les ai exposées dans le podcast, eh bien, ça n'a plus été mes maîtres. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une clé pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. Ta plus grande peur quand tu vas la rencontrer et quand tu l'exposes à haute voix, quand tu en parles avec les autres, eh bien, c'est plus une peur. Absolument. Je pense que moi, le podcast, ça m'a fait ça aussi. Ça m'a libéré le fait de dire à haute voix et pour un auditoire, mais même si personne n'écoute à la limite, tu sais. Mais en fait, rien que de l'avoir mis dans la matière, en effet, ce n'est plus d'actualité, j'ai envie de dire, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui me rencontraient dans ma vie corporate me parlaient toujours de ma voix. Ils me disaient, ah, mais ta voix, etc., t'as une voix pour faire de la radio, t'as une voix pour faire ça, t'as une voix très apaisante. Et je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, ben, mon métier, c'est beaucoup ma voix, puisque j'ai le podcast, puisque je pratique l'hypnose, puisque j'ai des espaces où je vais proposer des espaces somatiques et je guide avec ma voix. Et donc ma voix, c'est vraiment un instrument qui fait voyager les gens, qui leur permet de se rencontrer et d'aller dans des espaces qui sont des espaces de sécurité et de transformation. Donc, tu vois, en parlant avec toi, je me dis, la vie nous montre du doigt pas mal de choses, si on sait écouter. C'est à nous de l'exploiter. Absolument, et ça rejoint ce que tu disais au début. Moi, je crois à ça aussi. Je suis convaincue, en fait, que c'est pour ça que je te posais la question. Qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle aimait, la petite Edmée? Parce que je crois vraiment qu'il y a un lien, et bien souvent, en tout cas de mon expérience, des femmes que j'accompagne, de mes amis avec qui je parle, bien souvent, il y a vraiment un lien, et c'est devant notre nez, en fait. On nous l'a souvent dit, c'était quelque chose qu'on faisait tout le temps, mais c'était tellement habituel et banal, hein, pour nous qu'on ne voyait pas jusqu'à ce qu'on voit qu'en fait, ça, c'est notre don. Ça fait partie de nos dons, de ce pourquoi on est bonne, on est bon, et ce pourquoi on est venu sur Terre, à mon avis. Et oui, la petite Edmée, elle avait une habitude, tu vois, là je m'en rappelle quand tu me parles, c'est que quand mes parents se déchiraient dans la cuisine, voilà, ils criaient très fort, ils s'engueulaient, etc. J'étais toute petite. Comme j'étais assez transparente à leurs yeux, eh bien je me mettais debout et en fait je chantais. Et donc j'utilisais ma voix comme pour colorer la violence du moment présent, pour apaiser les choses.
ça ne marchait absolument pas, en tout cas sur mes parents, mais je pense que ça marchait sur moi. Et je me dis que bah, aujourd'hui, c'est un peu ça. Je me sers de ma voix pour créer, pour apaiser. Hmm. Qu'est-ce que tu chantais comme chanson, tu t'en rappelles? Absolument pas. Absolument pas. J'ai des flashs de moi en train de chanter, mais non, j'ai pas de. Je me rappelle pas. Parce que je te demande parce que je sais que tu m'as fait, ainsi que j'imagine beaucoup de femmes que tu accompagnes, des, tu chantes en langue, hein. Donc tu pourras nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est. Et c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'était quelque chose qui était réel, enfin tu vois, ou quelque chose d'inventé, quoi. Dans les flashs que j'ai, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, quand je pense à quelque chose, je vois la scène. Ce que je vois, c'est mes parents en train de se déchirer et puis moi de derrière. Mais je ne vois pas, je n'entends pas. Par exemple, j'entends pas mes parents ce qu'ils disent, etc. Donc, ça, c'est quand on dit parler en langue, prier en langue, c'est une langue qui n'existe pas, donc qui n'est pas intelligible pour les humains. Et c'est une langue pour parler directement avec Dieu. Donc souvent, ce sont les chrétiens protestants qui parlent en langue et qui rentrent dans une sorte de transe. Et ça permet, dit-on, de parler directement à Dieu sans que des énergies basses puissent comprendre ce qu'on dit. On parle avec notre âme. Et c'est plus fort. Pourquoi? Parce que face à l'infiniment grand qui est le divin, le vocabulaire humain n'est rien. Parfois, on a tellement mal ou on a tellement peur ou on n'arrive même pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce dont on a besoin. Par contre, notre âme, et même notre esprit qui est au-dessus de notre âme, elles savent. Et quand on parle en langue, c'est ce qui ressort. Tu sais, moi, ennemie, euh, je te vois comme une grande femme, hein. Pour moi, tu es en effet, tu es une de mes mentors, hein. Tu es une femme qui me, par ta présence, hein, qui me pousse à me dépasser. Donc, tu n'as rien besoin de faire, hein, juste à être. Et ça me pousse, moi, à être aussi, à devenir. Mais tout de même, je me demande si tu as encore des espaces des endroits de vulnérabilité, des endroits où c'est difficile pour toi d'être. Des endroits où t'as pas besoin de nous dire, hein, ce que c'est, mais est-ce qu'il y a encore des endroits qui sont un peu sombres? Je dirais pas des endroits sombres, je dirais des endroits où je suis pas à l'aise. Je pense que j'en ai plein. Mais je dirais pas des sombres, parce que je suis plutôt quelqu'un qui va dans les espaces sombres pour les éclairer. Même si je sais pas quoi faire, je suis là avec ma petite lampe. Je me dis, ah, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce qui est bien sombre? Mais après, il y a des challenges, et je pense que dans mon incarnation, le challenge, c'est la famille. Je suis né, en fait, je pense, dans une famille qui est complètement différente de moi. Et donc, j'en parle avec émotion aujourd'hui parce que ça a créé beaucoup de fractures, beaucoup de souffrances, beaucoup de... En fait, j'ai dû avoir beaucoup d'audace pour pour accepter d'être complètement différente et et de faire mon propre chemin. Et donc ça reste pas une zone d'ombre parce que c'est éclairé, mais ça reste une zone où c'est compliqué parce que je pense que foncièrement, je suis solitaire et en même temps, je suis un peu comme un loup. Le loup, il est solitaire, mais en même temps, il vit en meute. Donc quand on n'a plus de meute, il faut en recréer une. Voilà. Et je dirais que c'est un des défis de cette incarnation pour moi. Et je pense, pour rebondir et pour aussi partager une clé, c'est que chacun, dans son incarnation, vient avec des défis dans des domaines. Et donc pour moi, il y a des choses qui sont très faciles
Mais les rapports familiaux, c'est très compliqué. Et pourtant, j'ai beaucoup de clés en psychologie, en gestion du stress, en relations humaines, etc. Mais il y a des personnes avec qui on aura toujours des relations dysfonctionnelles et toxiques parce qu'elles ne travaillent pas sur elles et que même si nous, on continue à travailler, eh ben, la relation, elle sera toujours pas équilibrée. Et donc ça m'a beaucoup appris sur le lâcher-prise. Je peux faire tout bien et ça se passe quand même mal. J'ai mis plus de 30 ans à comprendre ça. Merci Edmé, merci pour ta sincérité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça alors, hein, si on fait de notre mieux et ça va pas, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel est le conseil que tu donnerais, toi? Bah, je dirais tout simplement d'entamer, si ça crée une souffrance, d'entamer un travail thérapeutique. Parce que la thérapie sert à accepter notre vie telle qu'elle est maintenant et s'accepter tel que l'on est, et pas essayer de changer les choses, mais à être dans l'acceptation radicale, le lâcher prise. Et donc ça, c'est pas juste un joli concept de développement personnel, mais c'est accepter que notre incarnation, notre vie va comporter des défis, qu'il y a des choses sur lesquelles on a la main, mais il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'impact. Et donc, c'est accepter de vivre ça, tout simplement. Et je trouve que c'est pas évident, en tout cas pour moi, ça n'a pas été quand on n'est pas accompagné. Le fait d'être accompagné par un thérapeute, par un mentor et de continuer à travailler sur soi, ça permet de prendre du recul sur les choses et d'accepter de vivre les choses, de se laisser traverser par les émotions et de nous dire ces émotions, voilà, elles nous apportent quelque chose, les expériences nous apportent quelque chose et des fois on est triste, et ben on vit sa tristesse. On a peur, on vit sa peur. On est en colère, on vit sa colère. Mais on ne reste pas coincé dans son émotion. Donc c'est ça pour moi le lâcher prise incarné. C'est pas d'éviter de vivre les choses, c'est pas d'éviter les émotions difficiles, c'est tout simplement d'accepter de les vivre, de ressentir pleinement et de ressortir de cette vague émotionnelle et c'est OK. Est-ce que c'est ce que tu proposes dans tes accompagnements? Qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement, Edmé? Je dirais que je propose un accompagnement 360 pour les femmes qui ont envie de se libérer de leur trauma, du stress, de l'anxiété, à travers un travail qu'on va faire sur le système nerveux. Et l'objectif de mes accompagnements, c'est vraiment de rendre les femmes autonomes. Je donne des clés, je partage des choses, je fais vivre des expériences, j'offre des espaces pour que les femmes deviennent autonomes sur leur processus de libération et qu'elles reprennent leur souveraineté et leur pouvoir. Vivre cet accompagnement, parce que c'est vraiment une expérience, je pense, toi qui as vécu plusieurs accompagnements avec moi, et ben ça permet tout simplement de retrouver sa souveraineté, de retrouver de la clarté, de redevenir soi, d'habiter son corps pour être pleinement soi dans toutes ses facettes. Et c'est pour ça que je parle d'accompagnement 360. Parce que souvent on vient me voir pour une chose, mais on va explorer toutes les facettes, tous les domaines. Et quand on repart, on a assez de clés pour continuer à évoluer par soi-même, à développer son esprit critique, à être dans la maîtrise de ses émotions et plus en avoir peur. Oui, oui, moi je suis d'accord aussi. C'est pas, c'est life-changing en effet. Et même si, comme mon cas, hein, j'avais fait plein de thérapies différentes, dont une thérapie verbale. En fait, je suis allée voir un psychologue pendant 2 ans. Mais j'avais envie de dire aussi, c'est de la pratique en fait. Toi, moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est qu'en effet, tu m'as rendu autonome. Donc, je vais parler pour moi. Autonome dans la gestion de mes émotions et c'est cette approche-là que j'ai adorée avec toi. C'est pour ça que j'en ai fait plusieurs accompagnements en effet. Parce que du coup, je ne suis plus dépendante d'un ou d'une thérapeute. Je dépends de moi, quoi, en fait. Et ça, je trouve que c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui change la vie. C'est que t'as plus besoin d'appeler ton thérapeute à 3 heures du mat. Non. Tu vas te faire une séance de shaking, tu vas hurler dans la forêt, tu vas respirer, je sais pas, tu as plein d'outils à faire, hein. Mais comme tu l'as dit, l'autonomie reste la clé. Et en fait, moi, j'offre ce que je suis.
Je suis quelqu'un qui est une amoureuse de la liberté. Et donc, c'est ce que j'offre aux autres, c'est plus de liberté. Parce que pour moi, c'est tellement important. Donc, ça aussi, c'est une clé, c'est qu'on ne peut offrir au monde que ce qu'on est. Alors merci, c'est beau ce que tu dis parce que ça m'émeut ce que tu dis. Parce que, tu vois, moi j'accompagne des femmes qui pensent qu'elles ne sont pas assez, tu vois, et qui pensent que, en fait, elles n'ont rien à offrir, elles ne voient pas tout ce qu'elles font déjà, tu vois, parce que pour elles, c'est banal. Et donc c'est très beau ce que tu dis, que tu ne peux offrir que ce que tu es, parce qu'en fait, ce n'est plus que toi, en fait. Enfin, tu vois, t'as rien besoin de faire, hein, dans le fond. Évidemment, faire du travail sur soi, ça mange pas de pain. Il n'y a pas besoin d'être faux, de faire semblant. Il y a juste besoin d'être, au contraire, d'enlever des couches plutôt que d'en rajouter, quoi, en fait. Exactement. Et ce que tu dis là, c'est symptomatique d'une société qui promeut une culture de l'apparence, de la surface. Et donc, on pense qu'en faisant semblant d'être quelqu'un, eh bien, on aura plus d'amis, on aura plus de clients, on aura plus de succès. Et en vérité, on se prive et on prive le monde de nos talents et de ce qu'on est au plus profondément, de notre vérité, finalement. Et donc, quelqu'un qui se dit je ne suis pas assez, c'est finalement quelqu'un qui ne se laisse pas la liberté d'être qui il est. Parce que s'il est vraiment qui il est assez. Mais comme il ne s'autorise pas à chanter, à peindre, à laisser tout son enfant intérieur jouer avec sa vie d'adulte, finalement, il se trouve tout petit, il se minimise. Et dans un sens, il a raison, puisqu'il fait taire tous ses talents. Donc, dans les circonstances, je dirais, oui, cette personne a raison. Elle est petite, parce qu'elle se rend petite. Et tout ce qu'elle a à l'intérieur, ça ne tient qu'à elle de laisser sortir tout ça. Moi, je sais que je fais très attention à ça, parce que j'ai été élevée dans une famille où j'ai eu vraiment beaucoup le syndrome du sauveur. Et donc, quand j'ai découvert, par exemple, des concepts comme le triangle de Karpman, plein de choses en psychologie, en analyse transactionnelle, etc., et en travail en thérapie, je me suis rendu compte que j'avais envie de sauver les gens. Et ce que j'ai bien aimé au début avec justement l'approche traditionnelle du coaching, c'est qu'on n'est pas là pour sauver. On n'est même pas là pour donner des outils. On est juste là pour poser des questions. Et c'est la personne elle-même qui va prendre ses décisions. Et je pense que ça m'a beaucoup impacté parce que je me suis dit, ah, enfin un espace où j'aide les gens, mais chacun est autonome et chacun garde sa liberté de penser, garde son autonomie, garde son indépendance. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était beaucoup, c'était ressourçant pour moi. Comme j'avais l'habitude d'être un moteur, de prendre toutes les décisions, de mettre en place des plans d'action, etc., là, je me suis dit, ah, c'est un espace où je peux aider les gens, les éclairer, mais c'est pas moi qui prends les décisions. Parce que c'est eux qui vont assumer les conséquences des décisions qu'ils vont prendre dans leur vie. Et ça, je trouve ça très cool. Quand les femmes doutent d'elles-mêmes et qu'elles me disent, mais qu'est-ce que tu penses de ça, etc., je les renvoie toujours à elles-mêmes. Même si j'ai un avis, il y a plein de choses que je partage pas. Et ça, c'est vraiment ultra important pour moi, que chacun garde son autonomie et son... Pour moi, ça va aussi avec l'estime de soi. Tu vois, quand je fais ça en séance, quand je renvoie une femme à, OK, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mon avis ne compte pas. Et ben, ça lui rappelle que c'est elle qui est souveraine et que c'est son avis qui est le plus important. Un peu comme quand mon fils me dit, ah ben regarde, j'ai fait un super dessin et tout, est-ce que tu le trouves beau? Et je lui dis tout le temps, est-ce que toi, tu le trouves beau? Parce que si tu le trouves beau, c'est le plus important. Ce que moi, je pense, ça n'a pas d'importance. Je suis quelqu'un d'assez direct, franc, et j'ai pas de complaisance. Je suis très bienveillante, chaleureuse, enveloppante, soutenante, encourageante, mais j'ai zéro complaisance pour le bullshit. Ça, c'est vraiment un truc qui fait partie de ma personnalité. Et je me suis aperçue que ça pouvait vachement choquer les gens parce que 99% des gens sont pas comme moi. Ils sont dans le bullshit. Et moi, je déteste ça. C'est un truc, je ne supporte pas les rapports de surface, les rapports faux. C'est pour ça que j'ai peu d'amis, mais j'ai des vrais amis avec qui j'ai des relations comme ça.
Et voilà, je pense que c'est aussi un truc à savoir. Tu peux peut-être confirmer, Jenna. Ah ouais, je C'est ça. confirme, moi c'est ce que j'aime chez toi. No bullshit, moi j'aime pas le bullshit non plus. On va droit au but. Et voilà, pas de complaisance, non. Moi je veux pas, sinon j'appelle ma maman. Si je veux que quelqu'un me complaine, me plaine. Je pense que c'est pour ça que la plupart des gens n'avancent pas en thérapie, en coaching ou dans les accompagnements qu'ils prennent, c'est qu'il y a trop de complaisance. Mais je capte maintenant que, enfin, ça fait un moment que j'ai capté que les gens sont pas du tout prêts à ça. Ils sont pas prêts. Je suis d'accord et je crois que c'est aussi assez sociétal. Je crois qu'aussi, le fait est que justement, comme on disait au début, on vit dans le faux, on peut facilement changer qui on est. Avec les réseaux sociaux, on peut facilement mentir sur sa vie, enfin voilà, vendre du rêve, hein. Je crois qu'il y a ce truc-là aussi où faut que tout aille bien aussi. On est dans des sociétés où faut brosser dans le sens du poil, faut pas faire souffrir. Tu vois, faut rester beau, jeune, faut pas trop souffrir. Tu vois où je veux en venir? Exactement. Moi, ça me fait penser bah, aux paroles d'un des plus grands messagers divins qui a eu sur Terre pour moi, qui est le Christ, qui disait, je vomis les tièdes. En fait, au bout d'un moment, il faut se positionner. Faut arrêter de vouloir être tout à la fois, etc. Non, c'est tu penses ça, c'est ça. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans la figure du Christ, c'est qu'il est venu dans une société qui était ultra dogmée par les rites religieux juifs et qui a dit, tout ça, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que vous n'incarnez pas le message d'amour qui est donné par notre Père. Vous êtes dans les rites. Alors il faut respecter les rites, il faut respecter le Shabbat, il faut respecter ça, il faut se laver les mains, il faut faire ça. Mais en fait, tu as ta sœur qui est en train de mourir en bas de chez toi, dans la rue, et tu ne la regardes pas. Ça n'a pas de sens. Et il est venu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière en disant, les rites ne servent à rien s'ils ne sont pas incarnés. L'important, c'est d'incarner ce message d'amour au quotidien, avec qui on est, avec nos clients, avec nos amis, avec... C'est ça le plus important. C'est pas le bullshit qu'il y a autour et le papier cadeau que tu mets, alors que dedans, c'est plein de merde, tu vois. Et ça, je trouve que c'est fort. Voilà, donc quand il dit je vomis les tièdes, c'est qu'il y a un moment, il faut se positionner, quoi. Il faut arrêter le bullshit. Ah mais tellement, merci pour ça. Et puis ça me fait penser aussi que c'est pareil, c'est pas parce que pendant ta 1 heure de thérapie, tu vois, ça va mieux, c'est que c'est tout au long de la journée qu'il faut que tu fasses attention de ne pas critiquer ta voisine parce qu'elle n'a pas la bonne robe comme t'aimes. Enfin, voilà, c'est tout au long de la journée qu'il faut aussi se faire sa thérapie, en fait. En se disant, oh là non, là je suis en train de juger, stop, arrête. Là je suis en train de critiquer, stop, arrête. En fait, on peut s'auto-contrôler aussi. La posture, en fait, incarnée, elle est tout le temps, elle est au quotidien. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans une perfection. Les gens, ils confondent incarner son message et être dans une perfection. Pour moi, c'est complètement faux. En fait, c'est être dans l'erreur de penser ça. Le fait d'être congruent et d'incarner son message ne veut pas dire qu'on fait tout bien tout le temps. Ça veut dire qu'on a la conscience des choses et qu'on a la volonté d'être en accord et de vivre en accord avec nos valeurs profondes. Absolument. Et nous sommes humains, donc de toute façon, imparfaits. Exactement. Donc moi, j'ai la volonté de vivre dans l'amour, mais c'est pas pour ça que je m'énerve pas fort des fois, que des fois je perds le contrôle, que tu vois. Mais par contre, quand ça se passe, je me dis, ok, est-ce que c'est la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que non? Et c'est là où je reviens, je me régule, etc. Et beaucoup d'accompagnants, je pense, même de managers, de dirigeants, ont du mal avec cette posture. Eux, ils veulent plutôt garder le masque de la personne qui est parfaite. Or, c'est pas comme ça qu'on évolue. Plus tu es en phase avec ces phases-là où tu te dis, bah, il y a encore ça qui me déclenche, il y a encore ça que j'ai pas encore résolu, et plus tu peux justement arriver à dépasser ça et à évoluer. Ouais, merci. Merci pour ton invitation. Moi, j'ai envie de finir juste en disant,
Bah, traitez-vous vous-même comme vous traitez les autres. Voilà, toutes les attentions, tout l'amour que vous donnez aux autres, donnez-le aussi à vous-même et faites aux autres que ce que vous aimeriez qu'on vous donne et comme vous aimeriez qu'on vous traite, tout simplement. Donc un amour qui se partage et qui est égal entre nous et les autres, finalement. L'amour, je pense, c'est l'essence de tout. L'amour vaincra, comme dirait un influenceur chrétien que j'adore. L'amour vaincra.